Imagine un instant que tu te trouves au bord d'un lac tôt le matin avant que le monde ne s'éveille vraiment. L'eau est immobile, le ciel commence à peine à changer de couleur et dans ce silence, tu te poses une question que tu n'oses peut-être pas te poser le reste du temps. Est-ce que je mérite vraiment ce que je désire profondément? C'est une question qui peut sembler simple, presque naïve. Mais dans mon expérience de psychiatre et de praticien de la méditation, je t'assure que cette question est l'une des plus profondes que l'être humain puisse se poser, parce qu'elle touche à quelque chose d'essentiel, quelque chose que nous portons tous, souvent sans le savoir, notre rapport à la valeur de notre propre vie. Aujourd'hui, je voudrais t'emmener dans une réflexion sur quelque chose que j'entends souvent, formulé de différentes manières. Des gens qui me disent: «Je fais tout bien, je travaille dur, j'essaye d'être une bonne personne et pourtant rien ne vient» et d'autres qui, au contraire, semblent avoir traversé des épreuves immenses, des doutes profonds, des moments de rupture totale et qui ensuite voient leur vie se transformer de façon presque inexplicable. Comme si quelque chose dans l'univers avait attendu ce moment précis pour s'ouvrir. Ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui, c'est cela, ce que je pourrais appeler la transformation intérieure qui précède la transformation extérieure. Et pourquoi certaines choses ne peuvent arriver dans ta vie qu'après un certain travail intérieur, pas un travail de performance, pas un travail d'effort forcé, mais un travail de vérité. Je suis heureux que tu sois là. Je suis heureux que tu aies choisi de prendre ce moment pour toi. Parce que ce que nous allons traverser ensemble dans les prochaines minutes, ça mérite d'être écouté avec calme, avec ouverture et peut-être avec un peu de douceur envers toi-même. Commençons par quelque chose de fondamental, quelque chose que la psychologie contemporaine confirme et que les grandes traditions de sagesse ont toujours su: nous ne voyons pas le monde tel qu'il est, nous le voyons tel que nous sommes. Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est une réalité neurologique et psychologique. Notre cerveau filtre en permanence les informations qui nous parviennent en fonction de nos croyances, de nos expériences passées, de nos émotions du moment. Deux personnes peuvent vivre exactement la même situation et en tirer deux expériences radicalement différentes. L'une verra une opportunité, l'autre une menace, l'une se sentira soutenue, l'autre abandonnée, et ce n'est pas une question d'intelligence ou de chance. C'est une question de filtre intérieur. Alors quand on parle de l'univers qui met tout à tes pieds, il faut d'abord comprendre ceci. Avant que quoi que ce soit change autour de toi, quelque chose doit changer en toi, non pas parce que tu es insuffisant, non pas parce que tu es cassé ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez toi, mais parce que c'est simplement ainsi que fonctionne la transformation humaine. Elle commence toujours de l'intérieur. Pense à quelqu'un que tu connais ou peut-être à toi-même qui a traversé une période difficile, une rupture, une perte d'emploi, une maladie, un deuil et qui en est sorti différent. Pas juste soulagé que ça soit terminé, différent, plus calme, plus centré, plus conscient de ce qui compte vraiment. Est-ce que tu vois cette personne? Est-ce que tu reconnais quelque chose dans ce que je décris? Ce changement ne s'est pas produit parce que la vie est devenue plus facile. Il s'est produit parce que quelque chose à l'intérieur a cédé. Pas dans le sens d'une défaite, mais dans le sens d'un lâcher-prise, un abandon de certaines résistances qui coûtaient énormément d'énergie. Et c'est là que je veux m'arrêter un moment, parce que je crois que c'est le cœur de tout ce que nous allons explorer aujourd'hui. La résistance. Nous résistons tous. C'est humain. Nous résistons à la douleur, bien sûr, c'est naturel et même utile. Mais nous résistons aussi, et c'est là que ça devient intéressant, à notre propre bonheur, à notre propre succès, à notre propre épanouissement. Nous résistons à être vus, à être aimés, à recevoir. Et cette résistance, souvent, est invisible à nos propres yeux. Je me souviens d'un patient, je l'appellerai Marc, qui venait me consulter parce qu'il se sentait bloqué dans sa vie professionnelle. Il avait tout pour réussir, disait-il, la formation, les compétences, les contacts. Et pourtant, à chaque fois qu'une opportunité se présentait, quelque chose en lui sabotait la situation. Il arrivait en retard
à un entretien important. Il envoyait un email avec une erreur embarrassante au mauvais moment. Il oubliait de rappeler quelqu'un qui aurait pu l'aider. Au début, Marc pensait que c'était de la malchance, puis il a commencé à penser que c'était de la paresse. Mais en travaillant ensemble, nous avons découvert quelque chose de beaucoup plus profond. Marc avait grandi dans une famille où le succès était perçu comme une forme de trahison. Son père n'avait jamais réussi comme il l'aurait voulu, et inconsciemment, Marc avait intégré l'idée que réussir, c'était abandonner son père. Que mériter plus, c'était dire que son père méritait moins. Cette croyance n'était pas consciente. Marc ne se disait pas chaque matin: «Je ne dois pas réussir pour ne pas railler mon père». Non, c'était quelque chose de beaucoup plus subtil, beaucoup plus enfoui, mais c'était là et ça gouvernait ses actions. Quand Marc a pu voir cette croyance, la nommer, la comprendre, quelque chose a changé. Pas du jour au lendemain, pas de façon spectaculaire, mais progressivement, les sabotages ont cessé. Les opportunités qu'il laissait passer auparavant, il a commencé à les saisir, pas parce que l'univers avait changé, parce que lui avait changé. Et c'est cela que je veux que tu retiennes de cette première partie. Avant que l'univers puisse mettre quoi que ce soit à tes pieds, tu dois d'abord examiner ce que tu portes dans les mains, parce que si tes mains sont occupées à te défendre, à te protéger, à résister, tu ne peux rien recevoir. Prenons un instant de pause ici. Je t'invite à respirer, à laisser ce que je viens de dire s'installer doucement, pas à l'analyser tout de suite, juste à le laisser être là. Et si tu trouves que ce que nous explorons ensemble t'apporte quelque chose, je t'invite à laisser un like et à t'abonner pour continuer à avancer ensemble sur ce chemin. C'est une façon simple de dire que ce type de contenu a de la valeur pour toi et ça m'aide à continuer à le créer. Parlons maintenant de quelque chose que j'appelle la qualité de présence. C'est une notion qui peut sembler abstraite au premier abord, mais je vais te la rendre très concrète. Nous vivons à une époque de distraction permanente. Nos téléphones, nos écrans, nos notifications, nos obligations, tout cela crée une sorte de bruit de fond constant dans notre vie intérieure. Et ce bruit de fond a un coût immense que nous ne voyons pas toujours. Il nous coupe de nous-mêmes. Quand tu n'es pas présent à toi-même, il se passe quelque chose de très particulier. Tu rates les signaux, tu rates les intuitions, tu rates les petits moments où la vie essaye de te dire quelque chose d'important et tu rates aussi quelque chose de fondamental, la capacité à ressentir ce que tu veux vraiment. Pas ce que tu penses devoir vouloir, pas ce que les autres attendent de toi, mais ce que toi, profondément, tu désires. La présence, c'est la capacité à être là, vraiment là, dans ce que tu vis. Et cette capacité se cultive. Elle ne tombe pas du ciel. Elle se développe comme un muscle par la pratique. La méditation de pleine conscience, que je pratique depuis de nombreuses années et que j'enseigne à mes patients, est l'une des façons les plus efficaces de développer cette présence. Mais ce n'est pas la seule. Marcher dans la nature sans téléphone, prendre un repas en silence et vraiment goûter ce que tu manges. Regarder quelqu'un dans les yeux quand il te parle. Ce sont toutes des formes de présence. Et pourquoi est-ce que je te parle de présence dans le contexte de l'univers qui met tout à tes pieds? Parce que les opportunités, les rencontres, les synchronicités, ces moments où la vie semble se mettre en ordre d'elle-même, tout cela ne peut être perçu que si tu es suffisamment présent pour le voir. Je connais des gens très intelligents, très travailleurs, très motivés, qui passent à côté de leur vie parce qu'ils sont tellement dans leur tête, tellement dans leur plan et leur stratégie qu'ils ne voient pas ce qui se passe réellement autour d'eux. L'occasion qui se présente sous une forme inattendue. La personne qui pourrait changer leur vie et qu'ils croisent mais ne remarquent pas vraiment. Le signe intérieur qui leur dit c'est par là, mais qu'ils ignorent parce qu'ils sont trop occupés à suivre la carte qu'ils ont déjà tracée. La présence, c'est aussi la capacité à te laisser surprendre par la vie. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup d'entre nous avons perdu. Nous sommes tellement attachés à nos plans, à nos attentes, à nos visions de comment les choses devraient se passer, que nous ne laissons plus de place
à comment les choses peuvent se passer. Il y a une femme que j'ai accompagnée, je l'appellerai Sophie, qui cherchait depuis des années à créer son entreprise. Elle avait un plan détaillé, des objectifs précis, une vision claire de comment ça devrait se passer, et à chaque fois que quelque chose ne correspondait pas à ce plan, elle le rejetait, même si ça pouvait être quelque chose de prometteur. Parce que ça ne correspondait pas à sa vision. Un jour, lors d'un atelier sur la pleine conscience, elle a fait une expérience simple. Je lui ai demandé de marcher dans un jardin pendant 20 minutes, sans aucun objectif, sans chercher à aller quelque part en particulier, juste en étant là. Elle m'a dit que c'était l'une des choses les plus difficiles qu'elle ait jamais faites. Parce qu'elle réalisait à quel point elle était incapable d'être sans but, sans direction, sans contrôle. Mais dans ces 20 minutes, quelque chose s'est passé. Elle a remarqué un détail dans le jardin, une plante qui poussait entre deux pierres, qui semblait trouver son chemin malgré les obstacles. Et cette image lui a donné une idée pour son entreprise, une façon de l'aborder différemment, plus souple, moins rigide. Une idée qu'elle n'aurait jamais eue si elle avait été dans son bureau à faire des tableaux Excel. Ce n'est pas de la magie, c'est de la psychologie. Quand tu te donnes de l'espace, quand tu te permets d'être présent sans agenda, ton cerveau peut faire des connexions qu'il ne peut pas faire quand il est en mode performance constante. Et c'est une des choses que l'univers attend de toi, si je peux me permettre cette formulation. Non pas que tu travailles plus dur, non pas que tu sois plus discipliné ou plus organisé, mais que tu te laisses être, que tu te laisses exister sans te justifier en permanence par ta productivité. Voilà une pensée que je t'invite à garder avec toi. Tu n'as pas à mériter ta place dans ta propre vie. Tu y es déjà. La question est de savoir si tu acceptes d'y être vraiment. Passons maintenant à quelque chose d'intimement lié à tout ce que nous venons d'explorer et qui est peut-être l'un des sujets les plus importants en psychologie contemporaine, l'estime de soi. Je ne parle pas de l'estime de soi au sens superficiel du terme, au sens de se sentir bien dans sa peau ou d'être confiant en public. Je parle de quelque chose de beaucoup plus fondamental. Je parle de cette conviction profonde, souvent inconsciente, que l'on a ou non d'être digne de recevoir ce que la vie a à offrir. Et là, je dois te dire quelque chose qui peut sembler paradoxal. La vraie estime de soi n'est pas une question de performance. Elle n'est pas liée à ce que tu accomplis, à ce que tu possèdes, à ce que les autres pensent de toi. La vraie estime de soi est inconditionnelle. Elle est là indépendamment de tes succès et de tes échecs, indépendamment de ton apparence, de ton compte en banque, de ton statut social. Et pourtant, la grande majorité des êtres humains ont construit leur estime de soi sur des bases conditionnelles. Je vaux quelque chose si je réussis. Je mérite d'être aimé si je suis utile. Je suis une bonne personne si je ne fais pas d'erreurs. Ce sont des constructions fragiles parce qu'elles dépendent de facteurs extérieurs sur lesquels tu n'as pas toujours le contrôle. Et quand ces bases s'effondrent, et elles s'effondrent toujours, à un moment ou à un autre, l'estime de soi s'effondre avec elle. Et c'est là que les gens se retrouvent dans ce que j'appelle le désert intérieur. Ce sentiment que rien ne va, que rien ne peut aller, que tu n'es pas à la hauteur et que tu ne le seras jamais. Mais voici ce que j'ai appris en accompagnant des milliers de personnes au fil des années. Le désert intérieur n'est pas une condamnation. C'est une invitation à reconstruire ton rapport à toi-même sur des bases plus solides, plus vraies, plus durables. Comment fait-on cela? On commence par quelque chose de simple mais de profond. On apprend à s'observer sans se juger, pas à s'analyser, pas à se critiquer, pas à se corriger en permanence, juste à s'observer, à voir ce qui est là en soi avec une forme de curiosité bienveillante. C'est exactement ce que la méditation de pleine conscience nous apprend à faire. Quand tu médites, tu observes tes pensées sans t'y identifier, tu les vois passer comme des nuages dans le ciel. Et progressivement, tu réalises que tu n'es pas tes pensées, tu es celui qui les observe. Et cet observateur, ce témoin silencieux en toi, il n'est jamais cassé, il n'est jamais insuffisant. Il est simplement là, présent, stable,
calme, c'est de là que naît la vraie estime de soi. Non pas de ce que tu fais, mais de qui tu es à ce niveau fondamental. Je t'invite à faire une petite pause ici, une pause intérieure. Pose-toi cette question sans chercher à y répondre tout de suite, juste en la laissant résonner. Si tu enlevais tout ce que tu fais, tout ce que tu possèdes, tout ce que les autres pensent de toi, est-ce qu'il resterait quelque chose? Est-ce qu'il resterait quelqu'un? La réponse est oui, bien sûr que oui. Et ce quelqu'un qui reste, c'est la partie de toi qui n'a jamais besoin de prouver quoi que ce soit. C'est la partie de toi qui est déjà entière. Et si ce chemin intérieur résonne en toi, si tu sens que ces réflexions t'aident à voir ta vie différemment, pense à t'abonner et à laisser un commentaire. Ça me touche toujours de savoir que ces mots trouvent leur chemin jusqu'à quelqu'un qui en a besoin. Continuons, parce que nous avons encore beaucoup à explorer ensemble. Je veux te parler maintenant d'un concept qui me tient particulièrement à cœur et qui est au centre de nombreuses transformations que j'ai observées chez mes patients et dans ma propre vie. Je veux te parler de la gratitude, mais pas la gratitude superficielle, pas la gratitude de liste, pas les fameux 3 choses pour lesquelles je suis reconnaissant ce soir. Je veux te parler de la gratitude comme état d'être. Il y a une différence fondamentale entre pratiquer la gratitude et être dans un état de gratitude. La pratique, c'est utile, c'est même très utile et je l'encourage. Mais l'état, c'est quelque chose de plus profond. C'est une façon de se rapporter à la vie qui reconnaît à un niveau viscéral que tu as déjà reçu énormément, que tu reçois en ce moment même, et que cette réception ne dépend pas de ce que tu accompliras demain. La gratitude comme état d'être change quelque chose de fondamental dans ton rapport au manque, et le manque, c'est l'une des grandes souffrances humaines. Nous vivons dans une culture qui nous dit en permanence que nous n'avons pas assez, que nous ne sommes pas assez, que nous devons acquérir plus, accomplir plus, être plus. Et cette culture du manque crée une tension intérieure permanente qui est épuisante. Quand tu es dans un état de gratitude authentique, cette tension se relâche, non pas parce que tu renonces à vouloir évoluer ou à te développer, mais parce que tu pars d'un endroit différent. Tu pars de l'abondance plutôt que du manque. Et ce changement de point de départ change tout. Pense à 2 personnes qui cherchent un emploi. La première part du principe qu'elle n'a pas assez de compétences, qu'elle ne mérite pas vraiment ce qu'elle cherche, que les autres sont mieux qu'elle. Elle envoie ses candidatures avec une énergie de désespoir et de manque. La deuxième sait ce qu'elle a à offrir, est reconnaissante pour les compétences qu'elle a développées et aborde chaque entretien avec une énergie de contribution. Qui est le plus susceptible de réussir? La réponse est évidente, et ce n'est pas une question de chance ou de mérite objectif. C'est une question d'énergie intérieure. Je sais que le mot énergie peut sembler vague ou ésotérique, alors laisse-moi le rendre concret. Quand tu es dans un état de manque, ton cerveau est en mode survie. Il est focalisé sur les menaces, sur ce qui pourrait mal se passer, sur ce que tu pourrais perdre. Et dans cet état, il est très difficile de faire preuve de créativité, d'ouverture, de générosité. Parce que le cerveau en mode survie n'a pas accès à ces ressources. En revanche, quand tu es dans un état de gratitude et d'abondance relative, ton cerveau est en mode exploration, il cherche des possibilités, des connexions, des solutions. Il est ouvert à ce qui vient et dans cet état, tu es beaucoup plus susceptible de voir les opportunités qui se présentent, de faire les rencontres qui peuvent changer ta vie, de prendre les décisions qui t'amènent là où tu veux aller. C'est cela, l'univers qui met tout à tes pieds. Ce n'est pas une force mystérieuse extérieure qui décide de te récompenser. C'est ton propre cerveau, ton propre système nerveux, ton propre état intérieur qui crée les conditions pour que les bonnes choses puissent arriver. Mais attention, je veux être honnête avec toi ici parce que je crois que l'honnêteté est une forme de respect. Tout cela ne signifie pas que si tu médites suffisamment et que tu pratiques la gratitude, ta vie sera parfaite et sans douleur. Non,
La vie comporte toujours des épreuves, des pertes, des moments difficiles, et il serait malhonnête de te dire le contraire. Ce que je te dis, c'est que la façon dont tu te rapportes à ces épreuves peut changer. Et que ce changement de rapport peut transformer non seulement ton expérience intérieure, mais aussi les possibilités qui s'ouvrent à toi. Il y a une notion en psychologie que j'aime beaucoup, c'est la notion de résilience. La résilience, c'est la capacité à traverser les épreuves sans se briser. Mieux encore, c'est la capacité à en sortir transformé, souvent plus fort, plus sage, plus profond qu'avant. Et ce qui est fascinant avec la résilience, c'est qu'elle n'est pas une qualité innée que certains ont et d'autres pas. Elle se développe, elle se cultive. Et elle se développe précisément à travers les épreuves, pas malgré elles. Chaque fois que tu traverses quelque chose de difficile et que tu en ressors, même abîmé, même changé, tu construis quelque chose, tu construis une connaissance de toi-même que tu n'aurais pas pu acquérir autrement, tu construis une confiance dans ta capacité à faire face et tu construis une profondeur qui rend ta vie plus riche, même si elle est parfois plus douloureuse. Je pense souvent à une image que j'ai lue quelque part et qui m'a marqué. Le bambou, quand il pousse, passe les premières années à développer ses racines en profondeur. Pendant des années, on ne voit rien à la surface, rien. Et puis, quand les racines sont suffisamment solides, il monte vite, très vite. Et il peut résister aux tempêtes les plus violentes parce que ses racines sont profondes. Nous sommes parfois comme le bambou. Nous passons des années à développer quelque chose en profondeur, quelque chose qui n'est pas encore visible, et nous nous demandons pourquoi rien ne se passe, pourquoi nos efforts ne semblent pas apporter de fruits, pourquoi l'univers semble sourd à nos aspirations. Mais peut-être que quelque chose pousse, peut-être que les racines se développent, et peut-être que le moment de la montée est plus proche que tu ne le crois. Prenons un autre moment de pause, respire, sens le sol sous tes pieds ou le siège sous toi. Sens que tu es là maintenant et que c'est suffisant. Si ces réflexions t'accompagnent et t'aident à voir ta vie sous un angle différent, je t'invite à laisser un like et à partager cet épisode avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. C'est un geste simple qui peut avoir un impact réel sur la vie de quelqu'un. Je veux maintenant aborder quelque chose qui est peut-être le sujet le plus délicat de tout ce que nous explorons aujourd'hui. Je veux te parler de la peur du changement, parce que voilà quelque chose d'étrange et de profondément humain. Nous voulons que les choses changent. Nous voulons une meilleure vie, de meilleures relations, plus sens, plus de joie. Mais en même temps, nous avons peur du changement, même du changement positif. Pourquoi? Parce que le changement, même positif, implique une perte. La perte de ce qui était familier, la perte de l'identité que nous avions construite autour de notre situation actuelle, la perte de la certitude, même si cette certitude était une certitude de souffrance. C'est paradoxal, je sais, mais c'est ainsi. Nous préférons souvent la souffrance connue à la joie inconnue, parce que la souffrance connue, au moins, on sait comment s'y comporter. On a développé des stratégies pour y faire face, elle est prévisible. Et notre cerveau, qui est avant tout un organe de survie, préfère le prévisible à l'incertain, même quand l'incertain pourrait être meilleur. J'ai travaillé avec une femme, appelons-la Claire, qui était dans une relation difficile depuis des années. Elle savait que cette relation ne lui convenait pas, elle savait qu'elle méritait mieux. Et pourtant, elle restait, pas par amour, pas vraiment, mais par peur. Peur de la solitude, peur de l'inconnu, peur de devoir se redéfinir en dehors de cette relation. Ce qui était intéressant chez Claire, c'est qu'elle avait développé toute une identité autour de sa souffrance dans cette relation. Elle était la femme forte qui supporte. Elle était celle qui donne sans compter. Et cette identité, aussi douloureuse qu'elle soit, lui donnait un sens, une place, une façon de se comprendre elle-même. Quand elle a finalement quitté cette relation, ce qui s'est passé n'était pas un soulagement immédiat. C'était une crise d'identité. Qui suis-je si je suis plus celle qui souffre et qui supporte?
C'est une question que beaucoup de gens ne se posent jamais consciemment, mais qui gouverne leur choix de façon très puissante. Et c'est là que le vrai travail commence. Pas le travail de changer les circonstances extérieures, mais le travail de se redéfinir de l'intérieur, de se demander qui veux-je être, pas qui ai-je été, pas qui les autres attendent que je sois, mais qui profondément, authentiquement veux-je être. Et cette question est à la fois simple et vertigineuse. Et elle demande une forme de courage que je trouve admirable chez les gens qui osent se la poser vraiment. Le courage, dans ce contexte, n'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est la capacité à agir malgré la peur. C'est de reconnaître que tu as peur, que c'est normal, que c'est humain, et de faire le pas quand même, pas en niant la peur, pas en la combattant, mais en la prenant par la main et en avançant avec elle. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, et je ne sais plus exactement à qui l'attribuer. Mais elle dit ceci: le courage n'est pas l'absence de peur, c'est le jugement que quelque chose d'autre est plus important que la peur. Et c'est exactement ça. Quand tu décides que ta croissance, ton épanouissement, ta vie authentique est plus importante que ta peur du changement, quelque chose se déplace en toi, et souvent c'est à ce moment-là que l'univers commence à se mettre en mouvement. Pas avant, pas quand tu as tout planifié et tout sécurisé, mais quand tu fais ce premier pas dans l'inconnu, avec la peur, mais avec la décision. Parlons maintenant de quelque chose d'intimement lié à tout cela. Parlons des relations, parce que nous ne sommes pas des îles, nous sommes des êtres de relations. Et la qualité de nos relations est l'un des indicateurs les plus fiables de notre bien-être intérieur. Ce que j'observe souvent, c'est que les gens qui ont du mal à recevoir ce que la vie a à offrir ont aussi souvent du mal à recevoir dans leurs relations, du mal à recevoir dans leurs relations, du mal à recevoir de l'amour, de la générosité, de l'aide. Ils sont à l'aise pour donner, parfois même de façon excessive, mais recevoir, ça les met mal à l'aise. Pourquoi? Parce que recevoir implique une vulnérabilité. Quand tu reçois quelque chose de quelqu'un, tu reconnais implicitement que tu as besoin. Et pour beaucoup d'entre nous, avoir besoin est associé à une forme de faiblesse, de dépendance, de perte de contrôle. Mais voici ce que je crois profondément, la capacité à recevoir est une forme de courage. C'est même dans certains sens plus courageux que de donner. Parce que donner te place en position de force, recevoir te place en position d'ouverture. Et l'ouverture, c'est ce qui permet à la vie de vraiment entrer. Je pense à la métaphore d'une maison. Si toutes les fenêtres et toutes les portes sont fermées, rien ne peut entrer. Ni le froid, certes, mais ni la lumière non plus, ni la chaleur, ni le vent qui renouvelle l'air. Quand tu t'ouvres à recevoir, tu ouvres les fenêtres de ta vie, et oui, parfois le vent est fort, et ça fait peur, mais la lumière entre aussi. Dans mes groupes de thérapie, j'ai souvent fait un exercice simple. Je demande aux participants de se mettre en binôme et de pratiquer quelque chose de très basique. L'un dit à l'autre quelque chose de sincèrement positif, un compliment, une observation bienveillante, et l'autre reçoit sans minimiser, sans dévier, sans dire ce n'est rien ou tu exagères. Juste recevoir et dire merci. Tu ne peux pas imaginer à quel point cet exercice est difficile pour la plupart des gens. Recevoir un compliment sans le minimiser est presque insupportable pour certains. Et cela révèle quelque chose d'important sur leur rapport à eux-mêmes, sur leur capacité à se croire digne de recevoir quelque chose de bien. Travailler sur sa capacité à recevoir, c'est donc aussi travailler sur son estime de soi. C'est apprendre à se dire: je mérite que quelque chose de bien vienne à moi, je mérite d'être aidé, je mérite d'être aimé, non pas parce que j'ai tout réussi ou parce que je suis parfait, mais simplement parce que je suis là et que j'essaye et que c'est suffisant. Faisons une petite pause ici, une pause de gratitude. Prends un moment pour penser à quelqu'un dans ta vie, quelqu'un qui t'a donné quelque chose, pas nécessairement matériellement, peut-être juste du temps, de l'attention, un mot au bon moment, et laisse-toi ressentir de la gratitude pour cette personne, pas de façon performative, juste de façon réelle, intérieure. Et si tu es en train d'écouter ceci dans un moment difficile,
sache que le fait même que tu cherches à comprendre, à grandir, à voir les choses différemment, c'est déjà quelque chose de beau, c'est déjà un pas. Si ce contenu t'accompagne dans ce chemin, pense à t'abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et n'hésite pas à partager si tu penses que quelqu'un dans ton entourage pourrait en bénéficier. Je veux maintenant te parler de quelque chose que j'appelle l'alignement. C'est un mot qu'on entend beaucoup dans le développement personnel, parfois de façon un peu vague. Mais je veux lui donner un sens très concret. L'alignement, pour moi, c'est la cohérence entre ce que tu penses, ce que tu ressens, ce que tu dis et ce que tu fais. Quand il y a une cohérence entre ces 4 niveaux, tu es aligné. Et quand tu es aligné, quelque chose d'extraordinaire se produit, tu dépenses beaucoup moins d'énergie. Pense à une voiture dont les roues ne sont pas alignées. Elle avance, certes, mais elle consomme beaucoup plus d'essence, elle s'use plus vite et la conduite est moins précise. Quand les roues sont alignées, tout devient plus fluide, plus efficace, moins coûteux. C'est exactement pareil avec nous. Quand nous ne sommes pas alignés, quand nous disons une chose et en pensons une autre, quand nous agissons d'une façon qui contredit nos valeurs profondes, quand nous ressentons quelque chose mais prétendons le contraire, cette incohérence coûte une énergie considérable. Et souvent, cette énergie dépensée à maintenir l'incohérence est exactement l'énergie qui nous manque pour avancer vers ce que nous voulons vraiment. Le manque d'alignement prend de nombreuses formes. Parfois, c'est un travail qui ne correspond pas à nos valeurs, mais que nous continuons parce que c'est sécurisé. Parfois, c'est une relation dans laquelle nous jouons un rôle qui n'est pas le nôtre parce que nous avons peur d'être rejetés si nous montrons qui nous sommes vraiment. Parfois, c'est une façon de parler de nous-mêmes en public qui est très différente de ce que nous vivons en privé. Et toutes ces formes d'incohérence ont un coût en énergie, en joie, en santé parfois, et surtout un coût en authenticité, parce que quand tu n'es pas aligné, tu te perds toi-même, tu perds le fil de qui tu es vraiment. Revenir à l'alignement, c'est un processus, ça ne se fait pas du jour au lendemain, et ça ne signifie pas tout quitter, tout changer radicalement du jour au lendemain. Parfois, l'alignement commence par un tout petit geste, dire non à quelque chose qui ne te correspond pas, dire oui à quelque chose qui t'attire mais qui te fait peur, exprimer une émotion que tu avais l'habitude de cacher, défendre une valeur que tu avais l'habitude de taire pour ne pas déranger. Ces petits gestes d'alignement s'accumulent et progressivement ils créent une vie qui te ressemble davantage. Une vie dans laquelle tu dépenses moins d'énergie à être quelqu'un que tu n'es pas et plus d'énergie à être pleinement qui tu es. Et c'est là, dans cet espace d'authenticité, que les choses commencent vraiment à se mettre en place. Parce que quand tu es toi-même, vraiment toi-même, tu attires des personnes, des situations, des opportunités qui correspondent à qui tu es vraiment, pas à qui tu prétends être, pas à qui tu penses devoir être, mais à toi. C'est en ce sens que l'univers met tout à tes pieds. Non pas parce qu'il te récompense pour ta performance, mais parce que quand tu es aligné, quand tu es authentique, tu crées les conditions pour que ce qui te correspond vraiment puisse te trouver. Il y a quelque chose d'important que je veux ajouter ici, et c'est la question de la patience. Parce que l'alignement et la transformation intérieure ne se font pas à la vitesse de nos désirs. Et nous vivons dans une culture de l'immédiateté qui nous a appris à vouloir des résultats rapides, visibles, mesurables. Mais la transformation profonde ne fonctionne pas ainsi. Elle a son propre rythme, elle a ses propres saisons, et parfois il faut traverser un hiver intérieur, long et froid et sombre, avant que le printemps puisse venir. Je ne dis pas cela pour te décourager, je le dis pour que tu ne te décourages pas quand les résultats ne sont pas immédiats. Pour que tu ne te dises pas, j'ai travaillé sur moi pendant 3 mois et rien n'a changé, donc ça ne marche pas. Parce que peut-être que quelque chose change en profondeur, là où tu ne peux pas encore le voir. La patience, dans ce contexte, n'est pas une résignation passive, c'est une confiance active. C'est une confiance active.
C'est continuer à faire le travail, à prendre soin de toi, à t'aligner progressivement, tout en faisant confiance que ce travail porte ses fruits, même si tu ne les vois pas encore. Et cette confiance, elle aussi, se cultive. Elle se cultive en regardant en arrière et en reconnaissant les chemins parcourus, en voyant les transformations qui ont déjà eu lieu, même petites, en te souvenant des moments où tu as douté et où finalement quelque chose s'est quand même ouvert. Tu as traversé des choses difficiles avant et tu es là, c'est une preuve de ta résilience, une preuve de ta capacité à continuer et c'est une base solide sur laquelle construire la confiance pour la suite. Approchons maintenant de la fin de notre exploration d'aujourd'hui et je veux te parler d'une dernière chose, quelque chose qui me semble être le cœur de tout ce que nous avons traversé ensemble. Je veux te parler de l'amour de soi. Je sais que cette expression peut sembler cliché. Elle est tellement utilisée, parfois de façon superficielle, qu'elle a perdu un peu de son sens. Mais je veux te la redonner dans toute sa profondeur. L'amour de soi, ce n'est pas se regarder dans le miroir en se disant que tu es parfait. Ce n'est pas l'arrogance ou l'égocentrisme. L'amour de soi, c'est quelque chose de beaucoup plus doux, beaucoup plus humble. C'est la capacité à se traiter soi-même avec la même bienveillance que tu traiterais un ami cher. Pense à comment tu parles à un ami qui traverse une période difficile. Tu ne lui dis pas tu es nul, tu aurais dû faire mieux, c'est ta faute. Non, tu lui dis c'est difficile, je comprends. Tu as fait de ton mieux et je suis là. Pourquoi est-ce que nous nous accordons si rarement cette même bienveillance? La recherche en psychologie est très claire là-dessus. L'autocompassion, c'est le terme technique pour ce que j'appelle l'amour de soi, est l'un des prédicteurs les plus solides du bien-être psychologique, de la résilience et même de la performance. Les gens qui s'accordent de la bienveillance face à leurs erreurs et à leurs difficultés s'en remettent plus vite, apprennent mieux de leurs expériences et sont plus capables d'essayer à nouveau. En revanche, l'autocritique sévère que beaucoup de gens confondent avec la rigueur ou la discipline est en réalité un frein. Elle crée de la honte. Et la honte, comme l'a montré la chercheuse Brené Brown, est l'émotion qui nous paralyse le plus. La honte nous fait nous cacher, nous contracter, nous fermer. Elle est l'opposé de l'ouverture dont nous avons besoin pour grandir. Alors si tu veux que l'univers mette quelque chose à tes pieds, commence par te traiter bien, commence par te parler avec douceur, commence par connaître que tu fais de ton mieux avec ce que tu as, là où tu es, et que c'est suffisant pour commencer. Ce n'est pas une invitation à la complaisance, ce n'est pas une invitation à ne plus chercher à grandir ou à s'améliorer, c'est une invitation à changer la source de ta motivation, à passer de la peur et de la honte à la bienveillance et à la curiosité. Parce que quand tu agis depuis un endroit de bienveillance envers toi-même, tes actions ont une qualité différente. Elles ont plus de profondeur, plus de sincérité, plus de durabilité. Je pense à tous ceux qui écoutent ceci et qui ont peut-être eu une journée difficile, peut-être une semaine difficile, peut-être une période difficile depuis longtemps et qui se demandent si quelque chose peut vraiment changer. Je veux te dire ceci, oui, quelque chose peut changer. Non pas parce que je suis naïvement optimiste, mais parce que j'ai vu des transformations que je n'aurais pas cru possibles. J'ai vu des gens reconstruire leur vie après des effondrements totaux. J'ai vu des gens trouver la paix après des années de tourments intérieurs. J'ai vu des gens apprendre à s'aimer après une vie entière passée à se rejeter. Et dans tous ces cas, la transformation a commencé par un moment de vérité. Un moment où la personne a décidé, souvent dans la douleur, souvent dans la fatigue, de ne plus se mentir, de regarder en face ce qui était là et de commencer doucement à s'en occuper avec bienveillance. Ce moment, tu peux le choisir. Tu peux le choisir maintenant, pas demain, pas quand tu auras réglé tous tes problèmes. Maintenant, dans cet instant, voici ce que je te propose comme premier pas. Ce soir, avant de t'endormir, pose-toi une question simple. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui qui mérite d'être reconnu? Pas nécessairement quelque chose de grand. Peut-être juste que tu as écouté quelqu'un avec attention,
que tu as pris soin de quelque chose, que tu as fait un effort, même petit, dans la bonne direction, reconnais-le, dis-le toi intérieurement, avec bienveillance. C'est un geste minuscule, mais les gestes minuscules répétés chaque jour construisent quelque chose de grand. Nous arrivons maintenant à la fin de ce que nous avons exploré ensemble aujourd'hui. Et avant de te laisser, je veux récapituler les faits essentiels de notre conversation. Nous avons parlé de la résistance, cette force intérieure qui nous empêche de recevoir ce que nous désirons, souvent sans que nous en soyons conscients. Et nous avons vu que la première étape est de la rendre visible, de la nommer, de la comprendre avec douceur. Nous avons parlé de la présence, cette capacité à être vraiment là, dans notre vie, à percevoir ce qui se passe réellement plutôt que d'être constamment dans nos plans et nos stratégies. Et nous avons vu que la présence s'entraîne et qu'elle ouvre des portes que la distraction maintient fermées. Nous avons parlé de l'estime de soi profonde, celle qui ne dépend pas de la performance, mais de la reconnaissance de notre valeur intrinsèque. Et nous avons vu que cette estime se construit à travers l'observation bienveillante de soi. Nous avons parlé de la gratitude comme état d'être, non pas comme pratique superficielle, mais comme façon fondamentale de se rapporter à la vie depuis l'abondance plutôt que depuis le manque. Nous avons parlé de la peur, du changement et du courage qu'il faut pour avancer malgré elle. Non pas en niant la peur, mais en décidant que quelque chose est plus important qu'elle. Nous avons parlé des relations et de la capacité à recevoir, qui est une forme de courage et d'ouverture que beaucoup d'entre nous n'avons pas apprise. Nous avons parlé de l'alignement, de cette cohérence entre ce que nous pensons, ressentons, disons et faisons, et de comment cet alignement libère une énergie immense pour avancer vers ce qui compte vraiment. Et finalement, nous avons parlé de l'amour de soi, de l'autocompassion, de cette bienveillance envers soi-même qui est le fondement de toute transformation durable. Tout cela, ensemble, forme, forme ce que j'appellerais le terreau de la transformation, le sol dans lequel les graines de ta vie peuvent vraiment pousser. L'univers ne met pas tout à tes pieds parce que tu as mérité une récompense. Il met tout à tes pieds parce que quand tu es présent, aligné, ouvert et bienveillant envers toi-même, tu crées les conditions pour que ce qui te correspond vraiment puisse arriver jusqu'à toi. C'est un chemin, pas une destination. Et chaque pas sur ce chemin, même les pas hésitants, même les pas qui font peur, compte. Chaque moment de vérité avec toi-même compte. Chaque geste de bienveillance envers toi-même compte. Et tu n'as pas à faire ce chemin parfaitement. Tu n'as pas à tout comprendre d'un coup. Tu n'as pas à tout changer en une semaine. Tu as juste à commencer ou à continuer là où tu es avec ce que tu as. Je crois en la capacité de transformation de chaque être humain. Je l'ai vu trop souvent pour en douter. Et je crois en ta capacité à toi qui écoute ceci, à créer la vie qui te ressemble vraiment. Prends soin de toi, prends soin de ce qui est vivant en toi et fais confiance au processus, même quand il est lent, même quand il est douloureux, même quand tu ne vois pas encore où il te mène, parce que quelque chose pousse, quelque chose se prépare et l'univers, à sa façon, t'accompagne. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici. Si ce contenu t'a été utile, si ces réflexions ont allumé quelque chose en toi, je t'invite à t'abonner et à le partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Parfois, un mot entendu au bon moment peut changer une journée et parfois une vie. On se retrouve dans le prochain épisode. Prends soin de toi.